Je vais fonder. Salam alaikum, Azul, bonsoir. Lors du vendredi passé, le 116e du Hirak, les forces de police, particulièrement pléthoriques ce jour-là, particulièrement nerveuses aussi, ont littéralement bouclé le centre d'Alger et mis en place, avec leurs autres véhicules et autres fourgons, un large dispositif dont la principale motivation était à l'évidence d'étouffer les manifestations, de les disperser, de les faire passer par des goulots d'étranglement, de provoquer des bousculades et d'une manière générale les contrôler jusqu'à les faire passer par de véritables couloirs, bordés de part et d'autre par des centaines de fourgons de police et des exutoires pour évacuer les manifestants dans des directions différentes et ainsi les éparpiller en dehors du centre d'Alger, devenu le cœur battant du Hirak national. Mais c'était compté sans l'intelligence collective de la manifestation. Celle-ci, que les forces de police tentaient de couper en deux, pour empêcher les manifestants venus de tous les quartiers d'Alger, les quartiers populaires de la capitale, de pouvoir faire jonction, se sont tout naturellement passé le mot pour contourner le dispositif policier. La manœuvre a parfaitement fonctionné et la jonction a pu se faire aux grandes dames des stratèges du ministère de l'Intérieur. Toute la stratégie a été mise à bas, de la façon la plus simple qui puisse s'imaginer. C'est ce qui explique un peu le déchaînement de fureur des policiers qui ont alors laissé libre cours à leur violence contre des manifestants pacifiques et débonnaires. Regardez ces quelques images. Mais le régime n'allait pas s'arrêter là. Ce Hirak, qui ne connaît pas de répit malgré toute la contre-révolution, toute la subversion, toutes les tentatives de semer la discorde au sein du peuple algérien, tous les moyens développés par le même régime sur les réseaux sociaux, dans les médias inféodés, par le biais des relais du régime et de leurs affidés, tous les moyens pour casser le Hirak n'ont donc fait que le renforcer. Le Hirak est chaque semaine encore plus fort que la semaine passée, malgré la répression, malgré la contre-révolution, malgré Ramadan, malgré la pandémie, malgré la crise économique. Alors, qu'à cela ne tienne, le ministre de l'Intérieur, ulcéré par ces hirakistes qui se sont ainsi joués de cette tentative de les brider, ces manifestants qui ont su rester pacifiques malgré la violence policière, ce ministre de l'Intérieur vient de diffuser un communiqué par lequel il impose aux organisateurs des manifestations de déclarer le début et la fin des manifestations, leur itinéraire et même les slogans qui seront scandés auprès de ces services, déclaration qui devra être faite auprès de ces services. Et il avertit, et je cite, « Le non-respect de ces procédures sera considéré comme une violation de la loi et de la
constitution. De ce fait, ces marches seront illégales et elles seront traitées comme telles. Fin de citation. Un ministre qui demande juste l'impossible, et il le sait. Et il le demande parce que c'est impossible. Parce que le Hirak, tout simplement, ne dispose pas de structure organique qui puisse le représenter et faire des demandes dans son nom. Ce n'est pas une usine qui fait grève ou qui manifeste. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une quelconque association. C'est tout le peuple algérien qui manifeste, non pas dans une wilaya, mais au niveau de tout le pays. Et le régime a tout fait pour que le Hirak ne puisse se doter de représentants. Ces représentants à qui on demande maintenant de venir faire une déclaration. Et même s'ils existaient, ces représentants, est-ce qu'ils pourraient déclarer que le principal slogan de la manifestation sera « Madaniya Meshi Askariya », un État démocratique et non un régime militaire, qui est le principal slogan du Hirak? Est-il concevable qu'il puisse être déclaré au relais du même régime qui sont sous la coupe de la même junte militaire? Autrement dit, et de façon très claire, le régime nous prévient que le Hirak doit cesser, il doit s'arrêter, c'est fini. La récréation est finie, semble-t-on nous dire. Le régime est en fin de ressources. Il est sur le point de tomber, voire de se désintégrer. Et il risque son va-tout. Ces forces de sécurité, notamment la police, ces forces d'intervention anti-manif, sont exténuées. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur la brèche. Ce régime voulait jouer la montre. Il pensait que la lassitude allait faire son œuvre, qu'il suffisait de tenir bon, dans le même temps que de tout faire pour diviser les Algériens, pour les dresser les uns contre les autres, qu'il suffisait de leur agiter l'épouvantail du terrorisme et leur faire croire que le Hirak est l'œuvre de la main étrangère. Mais cette haute conscience politique qui habite le Hirak depuis son avènement a permis aux Algériens d'éventer tous ces traquenards. Le Hirak reste vent debout contre ce régime qui tente encore et toujours de le manipuler. Nous sommes désormais à une croisée des chemins. Le régime est monté de plusieurs crans dans son recours à la répression. C'est tout ce qui lui reste de toute façon. Il n'a plus les moyens de ses méthodes. Il ne dispose plus de ces fonds qui provenaient des hydrocarbures et qui lui permettaient de pratiquer la corruption de masse, qui lui permettaient d'entretenir ses relais et sa force de frappe. Et ce n'est pas pour rien que les budgets alloués à l'armée et aux forces dites de sécurité restent aussi exorbitants en ces temps de misère. Le régime est donc déterminé à user de la force publique pour tuer le Hirak, à plus forte raison que les élections législatives, vitales pour ce régime, sont pour quelques semaines seulement.
Le régime déterminé à tuer le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idirou Noren, analyste politique. Idirou Noren, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Djamaldine, merci de l'invitation. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, néanmoins observateur politique. Merci d'être avec nous. J'observe. Voilà. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, aux Sahaf Torkoum. Et puis bonsoir à mes deux amis sur le plateau. Alors, nous allons commencer par parler de la Palestine, du peuple palestinien qui est en train de subir encore et toujours une oppression absolument indicible. C'est comme d'habitude au point où l'humanité tout entière semble s'être habituée. Et le comble, c'est que beaucoup de gens reprochent à ceux qui soutiennent les Palestiniens de les soutenir, comme si c'était un crime de soutenir le dernier peuple colonisé de la Terre, un peuple qui continue de souffrir à ce jour d'une injustice absolument incroyable. Nous allons en parler pendant quelques minutes. Nous allons voir quelques images d'abord des Algériens qui soutiennent les Palestiniens. Et à la fin, vous allez voir le drapeau algérien hissé au cœur même de Jérusalem par les Palestiniens. Voilà donc une situation absolument atroce. Des centaines de blessés, nous dit-on, dont certains dans un état... Ouais. 300 blessés. Voilà, j'ai dit des centaines. Oui, oui. Oui. Alors, des centaines, oui. Quoi dire On y va. Quoi dire de ce qui se passe à plutôt Jérusalem? Moi, j'ai eu la chance d'écouter sur France Culture un Palestinien d'un certain âge dire on veut m'expulser. Je crois qu'il y a 4 familles ou 5 familles qui font l'objet d'une expulsion. Il a dit mes parents sont nés là. C'était très poignant. Hein. Mes parents sont nés là. Je suis né là. Mes enfants sont nés là.
il était complètement anéanti. Parallèlement à ça, il y a une présidente d'association palestinienne, toujours, leur dossier, parce qu'ils sont une demi-douzaine de familles, à peu près 4 ou 5, c'est certain, qui ont fait un recours à la Cour suprême, me semble-t-il, et ils devraient rendre leur verdict. Mais derrière tout ça se cache la judaïsation de Jérusalem, parce que les accords de 1945 séparaient Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest. Et la partie Est, c'est la partie évidemment arabe et musulmane. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les droits de l'homiste du monde, les champions des droits de l'homiste qui ne s'expriment pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les pays dits arabes, ceux qui ont normalisé déjà leurs relations avec l'État d'Israël et qui même pas ne mettent des conditions d'éligibilité à la normalisation. Troisièmement, le président d'Al-Quds, le roi du Maroc, qui a hérité ça de son père. Je me demande quelle est sa fonction, comment peut-il user de sa présidence et sa qualité pour essayer d'influencer au moins l'ONU, au moins des organisations internationales des droits de l'homme, parce que là c'est un problème des droits de l'homme. Et puis ce qui est arrivé là, où Brahim disait qu'il y avait 300 blessés, je crois que c'était pour le jour de la prière de l'Aïd al-Qadr, me semble-t-il. Oui, les foules ont été empêchées d'accéder à l'esplanade. Tout à fait. C'est un vieux débat qui n'a pas encore trouvé sa solution. Et moi, je me dis aussi, parce qu'il faut être, je le dis tel que je pense, la présidence de l'État palestinien ou de l'autorité palestinienne, moi je dis État, les Nations Unies disent l'autorité palestinienne, est en deçà de tout aussi. Oui. Ça, c'est important. Moi, j'ai connu l'époque de Georges Habesh, j'ai connu l'époque de Hawatmeh, j'ai connu l'époque de Yasser Arafat, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'était vraiment un mouvement révolutionnaire. Et là, je pense que la cause palestinienne a été, je ne dirais pas trahie, mais elle a été pliée, voilà, par les dirigeants palestiniens eux-mêmes. Voilà, je termine, Brahim, je te laisse. Tu as globalement tout dit. La politique arabe, de façon générale, connaît une faillite totale. Oui. C'est la faillite de la politique arabe. Notamment sur la question de la Palestine. Et Ider vient de le dire. Ces expulsions, il y a eu des expulsions auparavant, touchent aussi une ville symbole, Jérusalem-Est, où des colons viennent pour prendre votre bien, vous sortir de chez vous, sortir vos enfants de chez vous. Et qui était scindé en deux dans les frontières de 67, Est ou Ouest? Non, c'est en 47. En 48. Oui. Non, mais ça a pris fin en 67. Oui, en 67, oui. La défaite arabe, bon, bien sûr, Israël avait occupé tout le territoire, y compris toute la Cisjordanie, donc Jérusalem Est, même Gaza. Oui, toute la... tout à fait, voilà. C'est dire la défaite. Bon, mais ça veut dire que c'est l'échec des accords d'Oslo. Alors que l'on pensait qu'avec les accords d'Oslo, la solution à deux États devait émerger, etc. Or, avec ce qui se passe à Jérusalem-Est, la solution à deux États est tombée à l'eau. Il ne peut pas y avoir une solution à deux États alors qu'il y a des Bantoustans palestiniens. Tout à fait, exactement. C'est des Bantoustans palestiniens. Tout à fait. Alors qu'on voit la carte de la Palestine se rétrécir, considérablement se rétrécir, et la carte d'Israël s'agrandir autant. Mais le problème il n'y a même pas, que... pardon, juste, M. Benchelouf, il n'y a même pas de continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie. Oui, ce sont des Bantoustans, il y a des ghettos. On leur avait proposé de creuser un tunnel pour y aller. C'est-à-dire que, il faut dire les choses, je viens de dire qu'il n'y aura pas de solution à deux États. De moins en moins de chances. Ça s'éloigne. Qu'il y ait une solution à deux États. Tout simplement parce qu'Israël considère qu'il y a cette option qui est toujours sur la table, l'option jordanienne. Oui. La Palestine, c'est la Jordanie. Voilà, ils n'ont qu'à aller en Jordanie. Okay. Mais le problème, c'est qu'un État qui est dit le plus démocratique du Moyen-Orient, l'Israël, qui fait procéder par sa propre Cour suprême à l'évacuation de populations autochtones, vraiment qui sont nées là-bas,
dont les ancêtres sont nés là-bas, et de les remplacer dans leur maison Par des colons. par des colons juifs. Tout à fait. Ça veut dire que si la personne palestinienne en question s'amuse demain à se convertir à la religion juive, elle n'est plus expulsable. Oui, bah, C'est ce que j'ai faut-il dit, encore- c'est judaïser j'allais- la ville de faut-il Jérusalem encore au qu'elle détriment puisse des se Arabes. convertir. Non, mais si Parce tant que le est qu'elle judaïsme, réussisse à se faire convertir. C'est une c'est religion encore- qui n'accepte pas Oui, toujours mais si des tant est qu'elle conversions. réussisse à se faire convertir, à convaincre qu'elle est de mère juive, ou je ne sais pas, elle ne serait plus expulsable. Et problème c'est là est le que- plus grave. Le problème est aussi le cas des populations qui étaient, pour beaucoup d'entre elles, réfugiées au Liban et qui n'ont pas le droit de retourner chez elles. Ah, le problème du retour. Et là, C'est c'est un un gros très problème, gros le problème problème démographique. qui a été C'est- carrément c'est-à-dire- plié, mis sous le tapis, on n'en parle plus. Karim Naïtsima, sur cette question. Oui, beaucoup de désolation quand on voit ce qui se passe en Palestine. On ne peut que être désolé, les soutenir moralement, on ne peut pas faire autre chose. Et puis la question palestinienne actuellement, elle est quand même une question vraiment principale dans le siècle qui commence et celui qui se termine aussi, mais celui qui commence, parce qu'il faut savoir que dans le siècle dernier, au moins il y avait encore quelques intellectuels authentiques de gauche qui soutenaient Palestine, mais en Occident bien sûr. Mais actuellement, je pense qu'en Occident, il y a une véritable tendance des intellectuels et de toutes les personnes influentes pour aller vers ce qu'a disait tout à l'heure Daïdir, c'est-à-dire le droit de l'homisme le plus hypocrite, Oui. qui juge avec, à la carte, c'est-à-dire lorsqu'il se passe quelque chose en Russie, par exemple, on fait des guerres médiatiques en France pour dire « Oh là là, les droits de l'homme, ce qui se passe en Libye, c'est les droits de l'homme, tout ça ». Mais par contre, quand la même chose, voire pire, arrive aux Palestiniens, motus, personne ne parle, on dirait qu'il ne s'agit pas des mêmes êtres humains. Parce que si on revient aux droits de l'homme, je pense que normalement, ils sont censés être concernés tous les humains. Donc déjà, c'est l'hypocrisie du droit de l'homisme. Deuxième, et ça c'est pareil, c'est flagrant comme un éléphant dans un salon, hein, dans un magasin de porcelaine, c'est l'hypocrisie du laïcisme, sur lequel sont supposées être construites les démocraties occidentales. Parce que si il y a, à mon avis, un pays qui est théocratique, c'est l'État hébreu, c'est comme l'État il juif. dit lui-même. C'est l'État juif, c'est l'État hébreu. Comme il le dit lui-même. Non, il l'assume en plus. Il l'assume. Ouais, eux au moins ils l'assument. Mais moi ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que lorsque je vois des gens qui se battent bec et ongle pour la laïcité en Occident, voire même en Afrique du Nord, ne se gênent pas de soutenir un État, l'État hébreu, qui est un État théocratique. Il faut le dire et le répéter. Donc ça, C'est la notion de peuple juif. Un État la notion- théocratique avec une exclusif. référence au texte. Mais tout à fait. c'est Exclusif. ça, donc c'est Ça veut dire qu'il exclusif. Ah bah exclut oui. les autres. Mais bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième hypocrisie. La troisième hypocrisie, c'est l'hypocrisie, et c'est la fin. Et de ce côté-là, je pense que c'est positif parce qu'il y aura une dynamique qui va se déclencher par la suite. C'est la fin du grand récit de l'arabo-baptisme, c'est-à-dire parce que la question palestinienne, ça n'est pas une question arabe. Absolument. C'est Question une humaine. question humaine universelle qui concerne Absolument. tous les humains. Mais malheureusement, stratégiquement, elle a été mise, Confessionnalisée. elle a été confessionnalisée, elle a été ghettoisée idéologiquement et elle a été présentée au monde comme étant une question qui concerne uniquement les Arabes et parfois Et les même pas musulmans. Et les Ouais, musulmans. Parce les que mu- c'est le troisième. Voilà. c'est Donc Qudus là, Sharif, quoi. on voit la fin de ce grand récit parce que ça ne tient plus. On voit que les pays arabes ou ceux qui sont supposés être arabes maintenant normalisent leurs relations avec l'État hébreu, donc Sans trahissent, condition. sans condition, donc trahissent la question palestinienne. Et je rajoute un dernier point. Qui est très important et par la suite ça va nous concerner nous Algériens parce que de défendre, soutenir la Palestine, c'est défendre l'Algérie. Si un Algérien maintenant veut soutenir la Palestine, un de ces jours, parce qu'actuellement ça n'est pas possible, sauf à être dans le chant, dans la chanson, à être dans la poésie. Il y en a beaucoup qui font de la poésie, c'est super, mais politiquement ça ne sert à rien, ça n'a pas de poids. Donc soutenir la Palestine, ça passe par l'Algérie. Et c'est là que je veux terminer sur cette phrase. Vous savez ce que fait l'histoire des faibles? Elle en fait les victimes. Oui.
C'est vrai. Ce que je voulais dire indépendamment de ça, c'est L'histoire que fait des faibles des victimes. Des victimes. Ouais. par rapport à ce Et, qui et arrive... quand on est dans la politique, il faut être dans la raison d'État, dans la logique d'État et dans la force et la puissance. Non, pas par la poésie être qu'on tout défend ses simplement, intérêts pour te en résumer, politique. être dans la rationalité. Ouais. Le souci, c'est quoi aussi? C'est qu'ils veulent même effacer toute trace architecturale Oui. arabo-musulmane. Oui, oui. Ça, c'est deuxièmement. Moi, ce qui Jusqu'à la m'étonne... mosquée Ce qui Al-Aqsa m'étonne... elle-même, Oui, oui. qui est l'objet de menaces. Oui, tout à fait. L'éradiquer. Tout à fait. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est une éradication de la présence arabe palestinienne à Jérusalem-Est. Oui, oui. Et parallèlement à ça, Jérusalem a un statut de ville, un statut de ville qui représente toutes les religions monothéistes. Les trois. Donc, mais qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que ça cache derrière? Moi, je n'ai pas entendu le porte-parole du Vatican s'exprimer. Ça, c'est un élément aussi. Je n'ai pas entendu le roi du Maroc s'exprimer alors qu'il est président du comité Ni del le Quds. serviteur des deux lieux saints, Khadim Sharifain. Oui, c'est les Séoudiens aussi, évidemment. Et comme disait Karim tout à l'heure, et Ibrahim, qu'ils normalisent avec l'État d'Israël, c'est leur choix politique, ça rentre dans le cas de la... les Séoudiens ont normalisé de facto depuis longtemps. Les Émiratis depuis longtemps. Et je tiens à apporter une information, ça ne s'est même pas passé au niveau des chancelleries, au niveau des milices des affaires étrangères. C'est le chef des services secrets du Mossad qui a amené et qui a piloté toute l'opération pour normaliser avec Abu Dhabi, avec les Émirats. Pour revenir sur une question qui me paraît aussi sur le plan interne, fondamentale, que Karim a soulevée, c'est que la politique et la religion sont associées en Israël. Il y a une association du politique et du religieux. Oui. D'ailleurs... Très intimement associé. Absolument. La loi s'inspire de la religion. Enfin Bien sûr. D'ailleurs, il y a un bloc parlementaire très important au niveau du Parlement qui fait pencher, avec lequel il faut s'allier obligatoirement pour avoir la pour majorité. à la C'est un jeu majorité. d'appareil. C'est Le un jeu d'appareil. par exemple, Oui, ou oui, d'autres partis religieux qui sont... Il y a même des partis racistes officialisés. D'ailleurs, il n'y a pas... Israël est un des rares États qui n'a pas de constitution. Ce n'est pas... Il y a quelques lois, mais il n'y a pas de constitution. Tout à l'heure, en aparté, on discutait du moins avec Brahim sur le fait que pour l'État d'Israël, son hégémonie absolue sur les territoires va probablement causer sa perte à un moment ou à un autre. Non pas sa perte en tant qu'État, hein, mais je pense qu'une intifada triste et peut-être que les Algériens, une fois qu'on libère Barghouti de prison, ça peut éventuellement... C'est l'un des rares dirigeants à rester... je ne suis pas en train de délivrer des certificats de bonne ou mauvaise moralité, mais c'est un des rares dirigeants légitimes à négocier avec l'État d'Israël. Tout à fait. Oui, c'est M. Barghouti. Alors, nous allons passer au sujet suivant, l'Algérie, ce qui se passe en Algérie. Donc, à la suite du V116, le dernier vendredi du Hirak, la police avait mis en place un dispositif pour ne pas permettre aux populations venant des différents quartiers d'Alger de faire jonction comme d'habitude au centre d'Alger, pour les disséminer, les éparpiller ailleurs, ne pas leur permettre de se rencontrer. Le Hirak a eu l'intelligence collective de contourner ces dispositifs de façon très intelligente. Et la rencontre a eu lieu à partir de Belouizdad, Belkour et le reste. La jonction a pu se faire. Et les policiers sont devenus alors noirs de colère. Et ils se sont mis à taper sur les gens. Je vais vous montrer une photo. Je vous demanderai de la reconnaître d'abord. Qui est ce monsieur qui se mord la langue, dont on voit qu'il fait le carême, hein, et la décloque sur la langue, vous voyez. Alors, d'après vous, c'est qui ce monsieur? C'est un policier. C'est un officier de police. Bon, je ne vais pas dire son nom par respect pour sa famille. Il est de Mouzaya, il est officier de police. Regardez qui il est. Regardez bien, c'est celui qui est en train de donner des coups de poing au monsieur de tout à l'heure. On va revoir l'image du monsieur qui était en train d'être tabassé en pleine rue devant tout le monde.
Ce monsieur, voilà. Ce monsieur, le monsieur est passé à Al-Magharibiya hier où il a expliqué un peu qu'il a dit, entre autres, que même pour l'Isti'mar, il n'avait pas vu ça. Mais bon. Alors, d'abord, sur ce contournement, sur ce dispositif du vendredi 116, avant d'arriver à la suite, parce que le ministre de l'Intérieur, il a vu rouge quand il a vu que la foule a échappé à son dispositif, qu'elle a contourné. Et donc, tout aussitôt après, il a pondu un communiqué dont nous allons parler, mais sur cette stratégie de la police de ne pas permettre au Hirak de faire jonction. Pourquoi excusez-moi, monsieur Benchelouf, ne pas poser la question vous l'avez souligné dans votre avant-propos, pourquoi ne pas insister sur l'intelligence des hirakistes à détourner... Rien ne vous empêche de voilà, faire. c'est ce que je voulais dire. Moi, je pose la question, à vous de répondre. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Oui. Parce qu'on a essayé à maintes reprises de ne pas faire, comme disent les agronomes, de faire la soudure. Oui, la soudure, la jonction. La jonction, de faire la soudure. Donc, comme vous dites, c'est la première fois l'intelligence. qu'un tel dispositif a été mis en place. Oui, il a été. On a essayé de le faire, hein, d'empêcher les marcheurs d'aller sur la rue des Douches. D'aller sur la rue des Douches. Ils ont contourné pour se retrouver au niveau de la rue. Oui, c'est vrai, je me rappelle d'un jour Donc, où les gens sont même passés certainement par la Casbah, etc. Oui. Donc il y a eu toujours ce type de contournement. Voilà, de jeu, entre guillemets. Voilà. Mais là, pour l'instant, sur ça, c'est parce que c'était passé au moment des marches des étudiants. Et là, pour l'instant, c'est les étudiants qui ont perdu la bataille. Parce que moi, dans le dispositif de vendredi passé, ce que je vois, c'est qu'à mon avis, les forces de l'ordre avaient posé un traquenard. Ils avaient préparé un traquenard pour la marche, en fait. Parce que déjà, le vendredi d'avant, ils avaient déjà commencé à réprimer. Ils voulaient faire partir les gens à partir de 15h. Donc cette fois-ci, ils ont ramené un nombre plus important de policiers, dont certains ne viennent même pas d'Alger, donc il y avait du renfort qui est venu des autres villes. Et puis par la suite, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une confrontation, donc à cet endroit-là, pour réellement aller vers cette répression qui va par la suite ne laisser dans la rue que les jeunes les plus radicaux, on va dire. Et que eux, par les infiltrations qu'il pourrait y avoir, probablement dans le désespoir, pourront répondre aux forces de l'ordre. Et donc ça par la violence, et ça partirait sur des émeutes. Et si ça part dans les émeutes, le régime a tout à gagner, parce que là, il se retrouve avec une violence urbaine légitime, et donc il va jouer le rôle du garant de l'ordre public. Et du coup, il va réprimer les marches d'une manière légale. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit que les manifestants, ils ont réussi superbement à déjouer ce dispositif, tout de suite après, je vais peut-être devancer le deuxième point qu'on va aborder, on voit le ministère de l'Intérieur qui nous sort un communiqué qui n'est même pas signé pour... il peut ne pas être signé. Hein. Ouais. Tant qu'il porte le sceau de l'État et le titre du ministère en haut. D'accord. Donc, on voit la réponse du ministère qui vient et qui reste toujours dans le même contexte, c'est-à-dire de dire, voilà, donc, vous sortez de l'itinéraire traditionnel, alors que ce n'est pas un itinéraire qui a été acté, je rappelle, hein, ça n'a jamais été acté. Donc, dorénavant... C'est vrai, ils disent vous êtes sortis de l'itinéraire, alors qu'il n'y a jamais eu d'itinéraire acté. Voilà, acté. C'est l'itinéraire qu'a décidé le Hirak. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle. Vous savez, pour la marche, les marches successives, plus de 40 ans du 20 avril, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire historique de l'université de Hasnaoua à la place de l'ancienne mairie. Ça participe aussi du Hirak qui convergent tous vers la Grande Poste, Hassiba et compagnie. Comme vous dites, acté, d'itinéraire, j'allais dire historique, habituel, etc. Tout à fait. Mais pourquoi ces décisions-là? C'est parce que pour empêcher, précisément, et nous en avons parlé la semaine dernière, d'aller vers d'autres et vers des lieux. Comme la présidence. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà la décision. Ils ont tout intérêt, en fait. Oui, absolument. Ça va se vérifier vendredi prochain. Absolument. Ça va se vérifier vendredi prochain. Si c'est vrai. Mais pourquoi
le pouvoir illégitime, il avait déjà commencé à accélérer, lui. Alors qu'à l'époque, c'était la révolution qui était en accélération. Il accélère. Parce qu'il s'attendait que cette révolution s'effondre. Vous dites jamais Hirak, vous dites toujours révolution. Ce n'est pas un Hirak pour moi. Ouais, S'effondre. Parce qu'il attendait un effet psychologique qui aurait produit l'effondrement. Et puis, psychologiquement, ça c'est sa première attente. C'est son premier enjeu, si j'allais dire. Et puis, aujourd'hui, il était passé, enfin il y a quelques mois, il était passé à un autre enjeu, ou à une autre issue pour lui. C'est l'enlisement. Il pensait que cette révolution allait s'enliser, s'embourber. Il jouait la montre. Oui, mais en même temps que jouer la montre, il déployait la subversion. Hein, il ne restait pas les bras croisés. Absolument. Donc, évidemment. Ni l'issue psychologique n'a fonctionné, parce qu'il comptait là-dessus, ni l'issue par enlisement, et ça, c'est les polémologues qui prévoient toujours une issue psychologique. Parce que ceux qui analysent du côté du système, du pouvoir illégitime, ce sont les militaires. Toujours. Ce sont les militaires. Ce sont les seuls. Et les militaires, ils n'ont que la notion de la guerre. Pas seulement le conflit civil, mais la notion de la guerre. Donc ils utilisent les issues que prévoit la polémologie. Comment sortir d'une guerre? De quelle façon sortir d'une guerre? On sort aussi d'une guerre par des... Mais pourquoi maintenant, Brahim Younsi? Pourquoi maintenant? Est-ce que parce que les troupes sont fatiguées? Est-ce que c'est parce que les élections sont proches? Pas surtout les élections sont très proches, parce qu'ils auraient pu gérer cette question de tension permanente au niveau du truc. Je préfère que Brahim termine, après je reprends. C'est possible que ça soit cela. Mais je vais prendre un mot de Kierkegaard. Je crois qu'il y a crainte et tremblement. Le pouvoir est dans la crainte et le tremblement, comme dirait Kierkegaard. Cette révolution l'a totalement dépassé. Et il n'a plus de ressources? Quasiment plus, mais il a les ressources entre guillemets légales. Pour dire, vous voulez marcher, vous voulez manifester, faites des déclarations. Or, apparemment, parce qu'il y a la question d'enjeu. Là, nous allons y arriver. Je aimerais qu'on fasse un tour de micro. Oui, juste là. Oui, et on arrivera au communiqué lui-même, sur le plan de la légalité. Parce que l'enjeu que le pouvoir avait joué depuis le 22 février 2011, et comme diraient encore les... 2011 2019. D'accord. On a compris. L'enjeu, comme disent encore les polémologues, un enjeu limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finit par négocier, ou par un des deux qui cède, ou un des deux qui perd. Or, la révolution n'a pas cédé et n'a pas perdu. C'est au contraire le pouvoir qui, lui, a essayé de céder des espaces, déjà avec Bouteflika. Moi, je ne suis pas très d'accord avec vous, mais après, on reviendra, et j'aimerais que ce soit Karim qui réponde. Le pouvoir a réussi néanmoins, quelque part, je m'excuse si je dois jouer mon chat noir, mais à Paris, il a réussi. Non, ça c'est autre chose. On va y arriver. On va y arriver, d'accord. Ce que je veux dire, ça avait commencé déjà, cet enjeu limité par le pouvoir, et déjà avec Bouteflika. Bouteflika qui a dit donnez-moi une année et une conférence nationale, etc. etc. Bon, mais quelqu'un qui s'est senti menacé a fait un coup d'État. Gaïd Salah aussi était dans l'enjeu limité. Oui. C'était dans l'enjeu limité. Et aujourd'hui, eux pensaient à un moment que, comme disaient toujours les polémologues, que l'enjeu total, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'un ou l'autre s'écroule, soit éliminé. C'est le cas. Soit éliminé. Et on rentre dans cet enjeu total où il faut absolument éliminer, réduire le Une piste intéressante parce que ce que vous suggérez, c'est tout ce qu'on veut sauf d'aller vers la transition.
Non, sauf Parce aller vers une solution. que l'un ou l'autre Sauf la solution. tombe, voilà. la solution, Parce que- c'est la parce transition. qu'on- Passer on- de l'ancien au parce nouveau, qu'on- de on- façon à apaiser. C'est une Ouais. révolution parce qu'on n'autorise pas une révolution. Voilà. Alors, l'idée, Non, ce que je voulais dire quand Brahim parlait d'enjeux limités dans le temps, mais ça a toujours été, je dirais pas la tactique, mais plutôt la technique du pouvoir. C'était toujours des articulations tactiques, claniques même très souvent, pour des objectifs limités. Ils n'ont jamais eu la vision historique du pays. Ça, c'est un. Parallèlement à ce que disait Brahim, quand il parlait de vaincre ou de perdre, nous sommes encore dans une période de statu quo. Rien n'est fait pour le moment. S'il y a la cristallisation au niveau du Hirak, c'est-à-dire que la masse critique, je ne parle pas du nombre, hein, la masse critique des gens qui sont à même de proposer une sortie de crise avec un plan préétabli déjà, et que le pouvoir en face ouvre l'espace. Parce que quand vous entendez quelqu'un comme M. Bouchachi dire on attend l'ouverture, on est obligé de négocier dans le cadre de cette ouverture. Mais qui détient les clés pour le moment? C'est le commandant. est-ce que ce c'est n'est le pas commandant. laisser l'initiative au seul régime quand on dit mais on après, attend si- l'ouverture? Non, mais attendez, ça n'empêche pas que le Hirak peut, à travers déjà simplement, quand on parlait de la conjonction des luttes sociales avec les exigences, je reprends le mot de Brahim, je suis entièrement d'accord, les exigences populaires du Hirak, les exigences politiques, je m'entends, là, ça risque de faire mal. Le souci, c'est l'émergence de quelqu'un. Quand je vois toutes les initiatives, regardez, on en parlait avec Karim tout à l'heure, Kherata, bon, il peut en parler. Il y a d'autres initiatives qui sont encore on va dire, qui sont en train peut-être d'élaborer une offre politique. Qui sont à l'œuvre. Qui sont à l'œuvre, on va dire. Ah ben, à ce moment-là, toutes ces initiatives peuvent converger. Le seul souci, c'est que moi, personnellement, je ne suis rien, je ne suis pas légitime à parler au nom des promoteurs de ces initiatives. Mais je dis qu'il faut à tout prix introduire le concept de citoyenneté à l'intérieur. Sans ça, ça ne peut pas avancer. Et je termine juste pour ça. Beaucoup d'intervenants sont arrivés. On a eu même une contribution de M. Ben Saada, de Jamila Bouhired, non, c'est Boupacha, qui faisait suite à l'intervention. Malheureusement, sa signature a beaucoup choqué. Oui, elle est arrivée après l'initiative des 250 ou des 300, qui était précédée encore une fois d'un autre appel. Moi, en tant que citoyen, j'aimerais que ces gens qui pétitionnent, c'est bien, mais ça n'apporte rien. S'il n'y a pas de prolongement organique à leurs propos, ce sera... Mais c'est la pétition dont vous parlez, c'est une pétition en faveur du régime. Non, je parle... Ce n'est pas une... Oui. Non, je parle des deux premières, en disant, il faut trouver un prolongement organique. Absolument. Et ça pourrait être une initiative, la base d'un socle autour duquel, les Karim, tous les activistes politiques, cette jeunesse-là, puissent s'investir dedans, et ça peut construire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont légitimes et d'autres peu. On n'est pas là à délivrer des bons certificats de bonne portance, c'est pas ça le souci, mais il faut qu'à un moment ça bouge. Je pense que comme l'a si bien dit d'Abrahim, on n'autorise pas une révolution. Et je vais commencer par ce point. Le régime, maintenant, a compris de quoi il s'agit, après 2 ans de Hirak. Il a compris que, même si parfois on l'appelle Hirak, juste le mot qu'on a retenu, on va dire le mot marketing qu'on a retenu, mais... C'est dans l'usage. Dans l'usage, mais il a compris la nature révolutionnaire de ce mouvement. Et lorsqu'il a compris la nature révolutionnaire de ce mouvement, ça veut dire que c'est une lutte impitoyable. Elle se fait pacifiquement, mais sur le plan politique, elle est d'une violence extrême politiquement. C'est-à-dire qu'il y a 2 radicalités. Et le régime a compris que la réussite du Hirak, c'est la fin du régime. Le maintien du régime, c'est l'échec du Hirak. C'est-à-dire 2 choses qui ne pourront pas cohabiter. On ne peut pas faire compromission. Et à partir de là, les deux clans, on a le Hirak, le peuple, la révolution. Les 2 camps, plutôt. Les 2 camps, plutôt, voilà, plutôt les 2 camps, pardon. Oui. Les 2 camps se sont positionnés avec et ont vu leurs atouts. On a d'un côté le régime qui sait qu'il a recours
à la ressource, et je pense qu'il n'a pas beaucoup de ressources, c'est des ressources très limitées, mais sa ressource majeure, c'est la ressource sécuritaire. Donc il a le bâton, mais il est en train de chercher des justificatifs, des raisons légales pour l'utiliser. Et c'est à partir de là qu'on pourrait comprendre le discours de toute la contre-révolution, qu'elle soit médiatique, intellectuelle. Lorsqu'on entend par exemple un Kamel Daoud dire que voilà, le Hirak est fini depuis longtemps et que l'intérieur de l'Algérie n'est pas dans le Hirak, ou lorsqu'on entend d'autres personnes dire que Rached s'est accaparé le Hirak et que par la suite, Rached c'est une organisation terroriste, ou d'autres dire que le MAC est derrière le Hirak et que le MAC est une organisation terroriste, après par la suite c'est toute cette diabolisation qu'on a essayé de faire autour du Hirak. Pourquoi? C'est pour que le régime puisse utiliser son arme la plus forte, qui est la répression. Et c'est par là aussi qu'on pourrait comprendre le nouveau communiqué du ministère de l'Intérieur. Donc on a les deux camps. On a ce camp qui s'est organisé de cette manière. On a le camp de la révolution, du peuple, qui a compris qu'il n'a en réalité que sa place dans le territoire. Pour revenir à ce qu'on disait la semaine passée, il sait très bien que c'est des enjeux de territoire. Tout à fait. Et qu'en Algérie, le peuple doit maintenant, ce qui a changé depuis le 22 février, c'est que le peuple doit se positionner, occuper l'espace public. C'est ça l'enjeu. Pour que la société politique naisse, c'est l'enjeu majeur de la citoyenneté. C'est-à-dire pour sortir de cette position de non-citoyen ou d'un secondo-citoyen à un citoyen de plein droit. Donc, la révolution est dans la rue. Et tous les leaders, et tous, je dirais, les militants, les activistes un peu authentiques qui sont nourris de cet esprit révolutionnaire, qui se nourrissent, malgré leurs divergences, si vous remarquez, ils ne sont pas dans la division, sont plutôt dans l'union et sont aussi dans une attente très intelligente. Lorsqu'on voit par exemple Karim Tabou ou quand on voit Mohsen Belabbès, ou Ahmed Ben Mohamed, pour donner trois figures, on va dire, complètement différentes politiquement, leur position politique sont complètement différents. Qu'est-ce qui les rassemble en ce moment? C'est le fait qu'ils sont radicalement positionnés avec la révolution. Et donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que les initiatives, il y a des tractions qui se font. Mais les tractions, il y a deux sortes de tractions. Il y a les tractions qui sont menées par l'esprit de la révolution. C'est des tractions qui sont en train de se faire pour maintenir le mouvement. Pour le maintenir déjà, parce qu'on sait très bien que l'une des conditions de la réussite de ce mouvement, c'est son maintien, c'est la guerre du temps. C'est le maintien du mouvement. Et par la suite, on a des tractions qui sont menées par la contre-révolution dont l'objectif, c'est d'exploser le mouvement, de l'éliminer de cet espace public. Et c'est ce qui s'est passé à Paris. Et j'ouvre une parenthèse sur Paris, c'est très important. C'est qu'à un certain moment, on était dans l'action. Il y avait de très grandes marches, de très grandes manifestations. Il y avait un unitaire. Voilà. Il y a, par la suite, des pseudo-militants, soi-disant pour la démocratie, ou d'autres pour l'islamisme, de toutes tendances confondues, qui sont entrés pour des tractions pour dire « Allez, c'est l'heure d'avoir un débat, d'avoir le débat politique ». Ils sont entrés dans la place. Ils ont commencé à parler de débat. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que, parce que nous, on leur a laissé l'espace d'expression comme tout le monde, on s'est rendu compte que finalement, leur objectif était d'évider cette place, de la vider de son sens politique qui était révolutionnaire. Qui n'avait pas de raison d'être. Et par le biais de la polémique, surtout d'arrêter les actions, d'arrêter la mobilisation. Oui. Et on se retrouve avec une place de la République qui est presque vide et avec un esprit de kermesse. Mais là, en ce moment, il y a des tractions, et c'est là que j'annonce la bonne nouvelle et on continue le débat, il y a des tractions entre des militants citoyens sincères et que, moi je vous annonce la bonne nouvelle, début juin, la reprise des grandes marches citoyennes reprendra. Parce que dans la crainte de la répression qui va s'abattre bientôt en Algérie, parce que tous les signes indiquent ça, la diaspora a compris que finalement, l'objectif principal, c'est d'occuper la rue. Le Hirak doit d'abord être présent dans l'espace public. En tout cas, je me permets de vous interrompre, c'est que, contrairement à tout le reste du pays, les manifestations de la place de la République à Paris, qui étaient, qui étaient perçues par le régime comme la plus grande menace,
encore plus grande qu'Alger, parce que Ben Paris, oui. c'est Ah le ben cœur oui, oui, oui. battant Ben oui. du régime, Ouais. et ça a indisposé tout le monde, y compris les protecteurs du régime. Ouais. Et le régime a réussi la gageure Ouais. de semer la zizanie à Place de la République, où on ne voit même plus maintenant, je le dis en face, peut-être le 10e De ce qu'il y avait avant. de ce qu'il y avait avant. Mais ça va revenir parce que c'est ça la Ben, logique révolutionnaire, c'est que tout ce qu'on la souhaite. dynamique est en train de se reconstituer et elle va revenir. Le propre d'une révolution, c'est de changer l'ordre établi. Ouais. Oui. Oui, oui. C'est de changer l'ordre établi. Et d'être en rupture. Absolument, totalement. Le pouvoir illégitime veut nous faire passer, et la discussion que nous avons là le démontre amplement, nous faire passer de la cité de l'espérance que nous construisions, Oui. et comme dirait Dante, à la cité sans espérance. Oui. Alors, nous allons revenir à notre fameux communiqué du ministère de l'Intérieur. D'abord, Brahim Younsi, sur le plan de la loi. Est-ce que, parce qu'il évoque la Constitution, la loi et la Constitution. Or, à ma connaissance, et vous allez nous expliquer, la Constitution ne prévoit à aucun moment de signifier les slogans qui vont être scandés, ni les pancartes qui vont être brandies, mais pas seulement. Il ne prévoit pas non plus, la Constitution, je crois qu'elle ne prévoit pas les itinéraires non plus. Alors dites-nous, Brahim aussi. Non, la Constitution ne prévoit pas ça. La Constitution dit tout simplement qu'on a le droit de manifester sur la voie publique. Oui. Et bien entendu, elle prévoit l'autorisation, la déclaration, pas l'autorisation. La déclaration, pas l'autorisation. La déclaration. D'accord. Déclaration. Et vous avez la loi de 1989, elle est toujours valide, révisée en 1991. La loi de 89 du 26 décembre 1989. Oui. Et vous avez la loi du 2 décembre 1991 qui révise la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit, au juste pareil, elle se cale sur la Constitution, à savoir qu'il faut déclarer, sauf que... Dans un régime déclaratif, il faut le c'est un préciser. régime Voilà. déclaratif, sauf que... C'est par wilaya. Oui, par wilaya. D'accord. C'est par wilaya. C'est pas à un niveau national. Non, c'est pas pas le lieu. D'accord. C'est le lieu de la manifestation. Sauf que c'est pour ça que j'ai parlé de maquis tout à l'heure. Oui, je vous dis qu'il s'agissait d'un maquis juridique. C'est Ça me pas très rassure. absolument. Et vous avez par exemple l'article 19 de la loi, Oui. donc de 91, qui dit la chose suivante: toute manifestation sans autorisation Donc c'est pas seulement est déclaratif. considérée Voilà. comme attroupement. C'est-à-dire que si ce que disait... C'est-à-dire l'autorisation, c'est la déclaration et l'autorisation tacite. Logiquement, oui. Oui, d'accord. Parce qu'on doit aussi, comme partout ailleurs d'ailleurs, je crois que tu sais ça mieux que moi, on vous donne un papier. Ouais. On vous donne un papier, comme quoi vous êtes Donc autorisé. une autorisation. Autorisé. D'accord. Que votre manifestation est autorisée. Mais c'est déclaratif. Et le silence de l'administration vaut accord, acceptation. vaut acceptation. Vos tacites acceptations. Acceptation. Et la loi oblige à faire une demande 3 jours au moins avant la manifestation. Et c'est là où les choses importantes viennent. C'est qu'il faut 3 personnes pour déposer une déclaration. 3 personnes. Quand même en France, il faut... Alors la question. Non, Ici, une personne peut faire. personne. Alors la question maintenant. Même une personne, même si elle n'est pas partisane, une personne lambda, un citoyen peut faire un rassemblement public pour que ça ne devienne pas un attroupement. L'attroupement tout à fait. est interdit par la Mais loi. la question qui se pose maintenant, tout naturellement, j'ai même pas besoin de la poser. En l'occurrence, c'est pas une grève d'une usine, c'est pas une manifestation d'un syndicat ou d'un parti politique. Dans une ville, c'est une révolution au niveau national, quasiment dans plusieurs villes en même temps, dans plusieurs localités. Qui va faire la déclaration? À qui faire à tous les walis? Oui. Et dans chaque wilaya, 3 personnes qui s'autodésignent, les représentants. Où par la suite. Moi, je pense que si ces personnes s'autodésignent,
le lendemain matin, se retrouveront à Sidi Mohamed. Mais c'est ce qu'ils Voilà. c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. D'ailleurs, c'est eux qui ce ont qu'ils veulent empêché l'émergence de représentants du Hirak. C'est ce qu'ils veulent Ils ont faire. tout fait pour... Dès que quelqu'un émerge un tout petit peu, il est mis en prison. Ceux qui seraient, bon, moi je ne crois pas aux partis politiques, mais ceux qui seraient quand légitimes, je ne crois pas aux partis politiques. Moi, j'y Mais crois. mais ceux qui seraient, disons, habilités à le faire, ce sont les partis politiques agréés. Mais les partis politiques agréés ne représentent pas le Hirak. Non, le je veux problème dire n'est pour pas là. faciliter, C'est-à-dire- parce qu'ils sont, certains d'entre eux, dans les leaders, sont dans le Hirak, comme vous dites. Pour avoir participé à organiser des marches nationales à l'époque, j'ai même suggéré à l'époque que, en fait, la vocation d'un parti politique n'est pas d'appeler à marcher. La vocation reste de l'ordre, je ne dirais pas exclusif, parce que des corps intermédiaires, des syndicats et des associations. Il y a très rarement les partis politiques. Arrive que les partis oui, politiques il appellent arrive, à des mais j'ai bien dit manifestations. qu'il n'est pas Ouais. de tradition. Oui, d'accord. C'est les corps intermédiaires, c'est les associations, Les syndicats c'est surtout. les corporatistes, oui évidemment, Oui. tous les corps intermédiaires qui appellent à marcher sur la voie publique, ça c'est un. Et deuxièmement, parce que l'espace, en fait, la rue, c'est par excellence un espace convivial. Il y a des signes évidents de citoyenneté. Il y a un feu rouge, il y a le passage clouté, Absolument. etc., etc. Les partis politiques n'ont pas la vocation. Je me rappelle quand il y avait les marches du Fils, la marche du 10 mai auquel j'ai participé, du RCD avec le PSD, le MDA, le PAX à l'époque, etc. Et la question s'est posée, est-ce que la vocation d'un parti politique, et nous on tournait, évidemment, il y avait une dynamique de marche partisane, vous comprenez. La grande marche qui a eu lieu le 2 janvier, c'est M. Aït Ahmed qui a appelé à cette marche. Une autre marche du MCB du 25 janvier, c'est le collectif du MCB, c'est-à-dire c'était quelques icônes du MCB qui ont appelé à la marche. Moi, pour ajouter à ce qu'a dit Brahim, c'est que les prémices de violence programmées sont là. Et non seulement, et puis ils ont balisé, comme l'a dit Brahim, je sais pas, et Karim aussi, je pense qu'il est intervenu là-dessus, c'est que cette violence, elle n'est pas simplement physique. Elle est soutenue par une violence administrative qu'on fait peser sur, comme a dit Karim là maintenant, ils vont se retrouver accusés et déposés. Alors moi j'ai une petite idée pour détendre un peu, si vous me permettez. J'ai envie de dire à 10 000 ou 15 000 Algériens résidant sur le sol national de faire 5-6 000 demandes dans chaque wilaya. Et comme slogan, vive Tebboune, vive les élections et vive Chingaria. Peut-être qu'ils vont nous autoriser à marcher. Askaria, Meshi Madania. Voilà, Askaria, Meshi Madania. Alors là, mais pendant la manifestation, dire Madania, Meshi Askaria. Je crois que les policiers et ceux qui sont censés donc encadrer les marches et même réprimer vont offrir des fleurs aux manifestants. Ouais. Moi, ce communiqué, je n'y vois aucune volonté de la part de ce régime d'encadrer les choses. Parce que si on était dans un pays démocratique, oui, on aurait bien aimé que ça se passe d'une manière encadrée, avec des itinéraires précis, avec une régulation de la circulation. Mais pardon, Karim, de vous interrompre, pardon, vraiment pardon. Mais ce que vous dites est tellement vrai. Ce régime ne veut pas arranger les choses. Non. Au contraire, quand on demande à toute une révolution qui n'a pas de représentation, qui refuse pour le moment toute représentation. Je vais vous dire ce qu'ils essaient. Et je vais revenir. Quand on lui demande de désigner ses représentants, quand on lui demande de dire à l'avance les slogans, ça veut dire qu'il ne veut pas de solution. Oui. Au contraire. Ouais. C'était pour apporter de l'eau à votre moulin. Non seulement ils ne veulent pas de solution, ils ne veulent pas encadrer les marches, mais surtout, et c'est là que moi je lis ça en filigrane, et c'est là où réside tout le danger de ce communiqué, c'est que je pense, puisqu'ils sont dans une logique de guerre, donc une logique d'affrontement, je pense qu'ils sont en train... peur quand tu as parlé de Macky. Ils sont dans une stratégie de préparation de la répression totale. Par contre, ils veulent la légaliser administrativement. C'est-à-dire ils veulent offrir au monde, et je dirais bien au monde, parce que eux, leur seule préoccupation, c'est l'opinion publique internationale. Donc maintenant, ils ont entamé un processus qui vient de commencer, et il va passer peut-être par 1, 2, 3, 4, 5 semaines, je ne sais pas combien ça va prendre, mais qu'à un certain moment, ils vont dire, voilà, nous avons essayé d'encadrer ces manifestations, ces marches, pour leur donner un cadre légal.
Ça n'a pas été pris en compte. Une fois, deux fois. Maintenant, ces marches sont une menace pour l'ordre public et que la répression est justifiée. Et je vous rappelle, par exemple, c'est de cette manière que procèdent, par exemple, les démocraties, entre parenthèses, occidentales pour réprimer. Lorsque Macron réprime ou fait réprimer, c'est pas lui-même qui réprime, mais fait réprimer, par exemple, les Gilets jaunes, c'est par ce biais-là, c'est-à-dire atteinte à l'ordre public. Et là, on passe vers une logique, entre parenthèses, de répression légitime. Voilà pourquoi je pense qu'en Algérie, il faut absolument ne pas être dans une logique d'affrontement, mais plutôt être dans faire confiance à cette intelligence collective pour déjouer ces stratagèmes, du contournement. Et puis, par contre, là, je pense qu'à l'extérieur, la diaspora doit reprendre son rôle. Juste, Jamal, sur l'importance de ce qu'a dit Karim, c'est que par rapport pour l'opinion publique internationale, comme quoi l'ordre public est menacé, bon, avec tous les épouvantails qu'on nous a fait, moi j'estime, à partir du moment où la chargée d'affaires des États-Unis en Algérie a dit oui à l'expression libre et que tous les pays occidentaux savent, leur chancellerie savent, c'est un régime que s'il réprime, il va être complètement isolé. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, les logiques d'État vont rompre au profit du Hirak. Mais le problème est que, moi je vais vous lire quelque chose. Évidemment. Alors, d'abord, communiqué qui demande l'impossible aux manifestants. On est bien d'accord. C'est impossible. Moi, tout à fait. C'est impossible qu'il puisse y avoir de déclarations. Qui va faire les déclarations? Le Hirak n'accepte pas de se faire représenter. Et qui pourrait accepter que le Chab, il arrive, il dit on va crier demain Madaniya, M. Askaria. Ils le disent aux représentants de la junte. Donc c'est impossible ce qu'ils demandent. C'est impossible. Or, ce qu'il vous dit, le non-respect de ces procédures, qui sont impossibles. Ça, c'est le plus important. Alors, c'est le plus important. Le non-respect de ces procédures dénude la marche de tout caractère légal, attendez, et implique un traitement en conséquence. C'est ce que je vous dis, et c'est ce qu'on appelle préparer un dossier. Vous avez dans une logique d'entreprise. Oui. Quand vous voulez ou d'administration, quand vous voulez vous débarrasser d'un salarié ou d'un employé, vous n'allez pas lui signifier ça le jour J. En fait, on prépare ce qu'on appelle un dossier dans un tiroir. Des mises en demeure, des avertissements, des mises à pied. Et ça, mais là, c'est grave. Ça n'est pas signé, mais ça a été daté. Alors, non, le comble, Karim, c'est qu'il dit, il sait que ces dispositifs sont impossibles à réaliser. Ouais. Il le sait. Mais il dit, le non-respect de ces procédures, dénude la marche de tout caractère légal et implique un traitement en conséquence. Ça veut dire qu'il est en train d'annoncer, il n'est pas en train d'avertir, des représailles très dures. Mais bien sûr. Qu'il y a, Monsieur Benchimou, excuse-moi, juste pour rebondir sur le on discute à bâton rompu. Le caractère légal implique un traitement en conséquence. Vous savez ce que ça veut dire, un traitement en conséquence? C'est-à-dire que tous les abus, il peut même sonner la troupe. Bien sûr. Ça veut dire que c'est la répression. Ça veut dire que vous allez être réprimé par la force de la loi. Et la force de la loi, c'est les prémices de violence programmées par les officiers. C'est ça. C'est les prémices. Bien entendu, il ne peut que menacer. Clair. Mais c'est une menace qui est claire. Deviendra-t-elle réelle? Deviendra-t-elle réelle? C'est une autre paire de manches. Oui. C'est une autre paire de manches parce que ni la conjoncture locale, c'est-à-dire nationale, ni la conjoncture régionale, voire la conjoncture internationale, ne lui permet de passer à une étape d'affrontement. Parce que qui pourrait devenir incontrôlable. Oui, justement. La région est en effervescence. Le pays, l'Algérie est en effervescence, qu'on le veuille ou non, et c'est le pouvoir déclencher, le mot a été prononcé, une guerre. Nous retomberions dans les années 90, parce que la population, une révolution, ne sera-t-elle pas faire. Et les Algériens ne vont pas se laisser venir cueillir chez eux. Et on n'est plus dans les années 90. Oui, on va tout commettre à huis clos. Ça ne sera pas le même contexte parce que la société a complètement changé. Et ce ne seraient pas les mêmes motivations. Par contre, le pouvoir pourra utiliser les mêmes méthodes
Oui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attiré les militants du FIS sur le terrain de la violence, qui a justifié tous les abus. C'est ce que nous disons tous. Dans ce périmètre-là, il y a une similitude. Autour de sa table, nous partons du principe que cette révolution garde son caractère pacifique. Tout à fait. Oui, mais par son caractère pacifique, et c'est pour ça que moi j'insiste sur ça, moi je pense que ce régime peut passer à l'acte. Parce que c'est un animal blessé. Il est aux abois. Il est dos au mur, il est aux abois, et il compte sur une complicité médiatique. Pourquoi les Israéliens passent à l'offensive à chaque fois? Non, c'est un autre... Pardon, c'est totalement... Totalement différent. C'est totalement différent, Ouais, mais par les moyens, parce que ce qui se passe en Algérie, il y a des similitudes quand même, c'est que la non-couverture médiatique, le blackout, je vous garantis que ce qui se passe en Palestine, si ça a été médiatisé, si ça a été couvert... La presse française a parlé de ce communiqué, hein. Ça a parlé. Oui, pour revenir à ça, oui. Ça aurait suscité d'autres réactions en Occident. Et donc peut-être qu'en Algérie, il y a un clan peut-être qui a reçu le feu vert en leur disant que allez-y, mollo, avec intelligence, peut-être une violence ciblée, parce que peut-être ils ne partiront pas sur une violence... Parce que déjà, il y a de la violence ciblée. Ce qui s'est passé ce week-end avec ce vieux monsieur qui a été malmené, tabassé devant tout le monde, et ça n'a pas suscité de grandes réactions. Je suis désolé. Cette violence, pardonne-moi, mais cette violence n'a pas commencé vendredi dernier ou mardi dernier. Oui, mais là, ça commence à augmenter. Je rappelle quand même que les étudiants, ils ont fini avec leur hirak pour l'instant. Il n'y a plus de mardi des étudiants depuis 2 semaines. Donc... Ce qui va se passer, si quand même à Béjaïa, oui, mais pas Alger. Je parle d'Alger. Oui. Après, oui, il y en a eu à Tizi, à Béjaïa. Mais Alger, vous avez vu le mardi passé, les forces de police. Voilà. Donc c'est ce qui se prépare pour le vendredi aussi. D'où l'intérêt, et c'est parce que la force du hirak, c'est la révolution. Et c'est pour ça où je suis d'accord, c'est pas un hirak, c'est une révolution. C'est qu'elle ne se fait pas qu'en Algérie. Comme c'est une révolution, elle concerne tous les Algériens. Et jusqu'à présent, ce qui a été le bouclier de protection pour les marches d'Alger, c'est le rôle de la diaspora. Ce qui diffère ce qui se passe en Algérie de ce qui s'est passé avec les printemps arabes, par exemple, c'est qu'il n'y a jamais eu de mobilisation des diasporas égyptiennes ou libyennes. Ils en ont pas. Ils en ont un peu quand même dans d'autres pays, si. Ils en ont. Les Égyptiens, ils en ont. Hein. Les Égyptiens, ils ont au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Même aux États-unis, un peu en Europe. Au Canada. Aussi. Mais il n'y a pas cette. Je vous rappelle que les Algériens, même aux États-Unis où il n'y a que des petits groupes, sont en train de sortir. Il y a un hirak. Il y a un hirak américain, oui. Dans plusieurs villes en plus. Ah oui. Donc, c'est ça ce qui diffère. Et donc là, en France, le retour des grandes marches, de la grande mobilisation, c'est ce qui pourrait rajouter une protection de plus et faire reculer les projets machiavéliques, diaboliques de ce régime. Alors, du temps de Ouihia, rappelez-vous, les marches étaient interdites. Du temps de Bouteflika. Oui. Les marches étaient interdites, surtout à Alger. Alger, personne ne pouvait manifester. Et quand on avait posé la question à Ouihia, on l'avait acculé, on lui a dit pourquoi c'est interdit à Alger. Bien sûr, il ne va pas dire parce qu'Alger est la vitrine de l'Algérie, parce qu'on ne veut pas que nos partenaires étrangers voient la réalité des choses. Regardez ce qu'il avait répondu à son époque. تقول لي كذلك المسيرات في جزائر العاصمة مسيرات ممنوعة ما دام ما نعرفوش نمشوا بلهنا ما نسيروش سي اوسي كلار كو سا تسقسي رايقك تشوف في بلدان الناس مظاهرات تاع 1,000,000 سليمة وعلاش حبسوا المسيرات في الجزائر كان منع المسيرة اللي جات تاع 2001 مسلك المواطن مسلك الأملاك الاقتصادية الله غالب هذه هي الجزائر إذا تقول لي التخوف إذا كان في 2019 يكون قمع نقول لك الدستور ما جابش الإباحة ما دام المظاهرات ممنوعة في العاصمة الناس اللي تجي تهز كتافها باش تتظاهر بطبيعة الحال تمنع حبت تطلب قاعات باش تتجمهر وتنتقد النظام وتسب وشغلها السلطة مسؤولة على سلامة الجميع في أي بلد كان
وأمام الظروف حسب ما كان. Voilà, donc ça a changé depuis. Les marches, elles n'ont pas été autorisées. Elles se sont imposées à Alger et dans toutes les villes. Sauf que maintenant, il semble qu'il y ait quelque chose de changé. Alors, demain, c'est juste pour rappeler quelque chose qui me tient Allez-y, après je... Oui. Quand il parle des événements de 2001 et de la marche de 2001, oui. Je pense qu'il fait allusion à la marche du 14 juin, où le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué en appelant le peuple d'Alger à venir accueillir ces barbares. Ces barbares à coups de bouteilles de pierre. Ouais. Et que, moi je tiens à lui rappeler que ceux que vous traitez de barbares ont fait déplacer le corps de gendarmerie à un moment donné, parce qu'ils étaient responsables de la tuerie de 127 morts. Oui. Et là où vous êtes, je suis heureux que vous soyez là-bas. Ben voilà. Alors, bien fait pour ça. Il dit d'habitude très gentil, ça y est. Non, on ne peut pas supporter ça parce que c'est quelque chose qui nous touche à tous. Je suis d'accord avec lui. Ah ben voilà. Alors, merci, Ibrahim. Alors, demain c'est mardi 116. Et 3 jours plus tard, c'est vendredi 117. Donc ce régime est en train de préparer quelque chose. Il nous prépare un chien de sa chienne, comme on dit. Or, pour parler franchement, il y a beaucoup de villes qui ne sortent pas. Et qui, si elles sortaient, elles soulageraient les villes où il y a une trop forte pression policière. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour essayer de convaincre un maximum de nos concitoyens à aider ceux qui sont en train de se battre? Moi, je dirais qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est nous tous qui sommes le chemin. Il n'y a pas qu'un seul chemin, c'est nous. Unis, au moins dans l'unité d'action, je ne parle pas d'union, d'unité d'action, par rapport à la situation que l'on vit. Ibrahim, tout le monde l'a décrit, et Karim aussi l'a décrit depuis très longtemps, et que c'est l'unité d'action, parce qu'il faut mutualiser dans la séquence que nous vivons, à la fois même nos différences, même les choses clivantes, parce que ce qui nous intéresse, je l'ai dit plusieurs fois, moi, en ce qui me concerne, au-delà des personnes qui doivent se rassembler autour d'un seul mot d'ordre, je dirais, c'est la transition. Une fois qu'on est arrivé à la transition, là, nous parlerons des moyens, comment elle doit s'effectuer, avec quelle force elle doit s'effectuer, comment cette histoire, par exemple, excusez-moi, je parlerai plus après, cette hypothèse qu'on ramènerait l'homme providentiel avec une espèce d'HCE bis, non, on n'utilisera plus ce qui a été fait et qui a produit de l'échec. Très bien. Ou c'est une élection présidentielle d'un président de transition et qui assumerait sa transition, ou on ferait une assemblée constituante d'où sortirait le président. C'est deux choses. En ce qui me concerne, c'est deux choix. Je souhaiterais qu'on revienne dans quelques prochaines émissions. Et vous, qu'est-ce que vous préféreriez l'élection d'abord d'un président de façon vraiment démocratique? Moi j'ai pas fait. Oui, de façon démocratique. Mais tous les soubassements, toute l'administration, elle appartient à l'ancien régime. Non, qu'on s'explique, M. Benchenouf. Oui. Si on va décider tous ensemble qu'on va à une élection, il faut nettoyer le fichier électoral, il y a plein. Et moi, je dis une chose... Mais qui à partir du moment où le vrai président n'est pas encore élu? Monsieur Benchenouf. Il n'est pas élu, le président. Oui. Si nous n'allons pas vers une négociation avec le pouvoir réel, en disant voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous exigeons, quel chemin vous pouvez faire. Mais qui pourrait dire ça au régime? Quels sont les représentants? Mais ils vont arriver, ces représentants. Ah, voilà. Ils vont arriver à un moment donné. Il faut bien qu'on cristallise. Parce que d'autres sont en train de dire non, il faut que le régime tombe d'abord pour que les représentants se lèvent ensuite. Non, ça c'est pas... Non, on ne veut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand on est ce serait une aventure. Quand on aime son pays, quand on veut y aller, on y va franc jeu. Et les gens tapés à l'extérieur, on en a assez souffert. Ça, c'est deux. Et troisièmement, je réponds à votre question. Oui. Les gens qui auront à charge, je dis bien, de négocier avec le cœur nodal du pouvoir, dissolution immédiate de la Constitution. Immédiate. Ouais. Faire une déclaration de constitutionnalité ou une petite constitution, où toutes les libertés d'organisation, partis politiques, associations, etc., et ça nous permettrait déjà d'abolir l'article 30, alinéa 4, qui est la source de nos problèmes. Voilà. Et je m'attendais à ce que vous disiez, et aussi dissolution immédiate de la police politique. Évidemment, évidemment. Ça va de soi. La police politique, ça va de soi. Brahim Younsi ? Le pouvoir est dans la situation du sanglier blessé. C'est la raison pour laquelle il réagit comme il réagit. C'est un sanglier blessé.
Et c'est une expression de faiblesse, de oui, désarroi? oui, D'accord. oui, indéniablement. D'accord. Indéniablement. Pourquoi a-t-il laissé les marches se développer pendant plus de 2 ans, Ouais. et tout d'un coup, c'est parce qu'il est en situation effectivement de faiblesse. C'est un sanglier qui va Mais il aller- garde encore des moyens. Et puis, La preuve, c'est qu'il menace du haut de sa non, superbe. vous venez de dire que c'est l'administration. Ouais. C'est l'administration. Vous avez vécu la colonisation. Quand certains faisaient, nos frères faisaient un attentat, c'est la population qui payait, Qui payait, oui, oui, qui oui. payait les pots cassés. Oui. Responsabilité collective. Collective. Mais comment faire, Brahim Youssi, pour inciter tous les Algériens sont avec le Hirak, pour la plupart d'entre eux du moins, Immense. ceux qui ne mangent pas au râtelier du régime. Mais beaucoup disent, bon, de toute façon, pour le moment, c'est suffisant, c'est pas la peine que j'y aille moi. Ils ne savent pas que, en laissant ces régions toutes seules, comme Ouaharna en ce moment, qui est quasiment sous blocus, Mais parce pour qu'il est l'empêcher très de... réprimé. Bien, Il est pour très, l'empêcher très de faire jonction avec le Hirak. Comment faire pour convaincre nos compatriotes de rejoindre leurs autres compatriotes? C'est difficile à dire, mais effectivement, Ider vient de le dire, il faut absolument qu'ils prennent conscience. Mais je crois que ce que le pouvoir illégitime vient de faire va les inciter à sortir. Comme dirait encore Dante, les accents de colère vont se faire entendre. Parce que là... C'est lui qui va provoquer sa propre oui, perte en quelque sorte. c'est parce qu'il est dans une fuite en avant. Il Et n'a plus aucune perspective. Et les causes objectives, structurelles, pour lesquelles le peuple algérien est devenu l'élément fondamental, pour ne pas dire essentiel, de politique. Et les causes objectives structurelles sont toujours là, institutionnellement, absolument. Politiquement, économiquement. Et les perspectives économiques sont encore plus Donc, toutes alarmantes. les causes objectives pour lesquelles le peuple est sorti sont toujours là. Mais il faut dire que le peuple algérien a gagné, je ne parle pas des espaces publics, Oui. il y a des espaces symboliques. Lesquels, espaces par symboliques. exemple? Par exemple, la confiance en lui-même. C'est vrai. La confiance en lui-même. La conscience politique. Oui, bien sûr. L'acquisition Mais d'une surtout conscience la confiance en lui. politique, oui. La confiance et la conscience de sa propre force. C'est vrai. Mais quand Brahim parle de lieu, excusez-moi Karim, je te prends une seconde, où les Algériens ont pris conscience en occupant la rue. Et moi je traduis parce qu'un jour il m'avait éclairé, je te remercie, c'est que les lieux de pouvoir risquent d'être pris. Oui. Vous savez, si l'Assemblée législative, les élections législatives arrivent à l'installation, le Parlement, le siège du Parlement, sera l'objet, justement. J'ai appelé ça autrement. Là, tout de suite, c'est les accents de colère de Dante. Voilà, très bien. Alors, Karim, vous allez Je voir les ai le mot de la imagés. fin. Il reste à peu près 3 minutes, même Je moins. pense que le meilleur moyen pour mobiliser ceux qui ne sont pas encore mobilisés, c'est déjà de persévérer soi-même. C'est-à-dire ceux qui sont maintenant dans le Hirak, qui sont convaincus par cette révolution, par ses principes, ne doivent montrer aucun signe de faiblesse. Aucun signe de faiblesse, ni de doute. Le doute n'est pas permis. Surtout quand on est dans la position de leader. Parce que moi, quand je vois les marches à Alger, c'est des leaders. Tout ça, ce sont les convaincus. Des leaders à des degrés différents, mais ceux qui sont actuellement, parce que la motivation, d'où elle vient, qu'est-ce qui fait le chef, si vous voulez, qu'est-ce qui fait l'avant-garde? C'est quoi l'avant-garde? Parce que le Hirak, maintenant, ceux qui sont dans la rue, c'est une avant-garde de l'Algérie de demain, c'est une avant-garde citoyenne. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens algériens qui ne sont pas encore arrivés à ce stade de maturité politique. Donc, il ne faudrait pas les accuser, il faut leur donner exemple. Il faut être convaincu, montrer cette confiance. Parce que moi, je vous donne un exemple. Personnellement, je suis né politiquement avec le 22 février. Avant, j'étais un citoyen universitaire, je faisais des recherches, je cherchais comment aider l'Algérie, j'ai fait beaucoup d'initiatives avant. Mais à un certain moment,
le 22 février, il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Je l'ai vu dans d'autres. Et à un C'est certain rentré dans moment, la conscientisation. voilà. Et à un certain moment, ça m'a atteint. J'ai compris que ça se passe par le politique. Et ce même processus va se reproduire avec tous les Algériens. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est le régime. C'est pour ça que le régime maintenant accentue la répression. Parce qu'il sait très bien que le temps joue contre lui. Ça, Le temps lui est quelque compté. chose- Ouais, tout Le à fait. temps lui est compté. Alors, effectivement, ce régime donne de véritables signes de panique. Hier, il a fait quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez que les avions, les chasseurs, les MiG Sukhoi, quand ils sont à basse altitude, C'est du Mach 1. c'est très, très... Ça violent. réveille toute une population. Hein. Oui. Ça peut briser des vitres. C'est très... Alors, hier, la Kabylie a été traversée, du moins certaines villes de Kabylie, dont Tizi Ouzou, et les villes qui se trouvent sur une seule ligne. À minuit, ils ont été réveillés par des chasseurs qui passaient à très basse altitude et qui ont réveillé toute la population. Et ça ne peut être qu'une... Que signe annonciateur. C'est de Non, l'intimidation. c'est de l'intimidation. C'est du terrorisme, autrement dit. Un truc pareil se serait passé au-dessus d'une ville de France, ça aurait fait exploser l'opinion publique. Sauf si c'est habituel. Alors Alors, Oui. merci Idirou Nouren, merci Ibrahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaftorkum, Tallah Farwahkum, Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa, et de plus en plus Khawa, Khawa. Quiconque parmi nous se bat pour nous, pour notre dignité, pour notre avenir, pour celui de nos enfants, mérite que nous soyons à ses côtés. Qala khair bislama.